À l'occasion des Nuits de la Lecture 2026, Source Diplomatique vous partage le book club préféré des diplomates. Dans ces épisodes, Tristan Euros, le directeur du Centre d'analyse et de prévision stratégique, ou le CAPS, reçoit un ou plusieurs auteurs pour un échange autour d'un ouvrage et d'un enjeu géopolitique. Cet épisode a été enregistré en janvier 2026. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Book Club du CAPS, où aujourd'hui, avec mon collègue Antoine Michon, nous avons le plaisir de recevoir Madame Hélène Millard-Delacroix. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce Book Club qui se tient exceptionnellement au sein de la direction des archives diplomatiques du Quai d'Orsay pour une émission en partenariat avec cette direction que je tiens à remercier pour son accueil dans ce lieu et qui va nous permettre aussi de discuter de ces archives du Quai d'Orsay et autour de votre livre, Les émotions de 1989, dont nous allons parler dès à présent. Mais pour vous présenter, Hélène Millard-Delacroix, vous êtes professeure aujourd'hui à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de l'Allemagne contemporaine, des relations franco-allemandes. Vous êtes membre de nombreux conseils scientifiques français et allemands. Et vous avez publié, avant cet ouvrage sur lequel nous allons nous pencher, plusieurs livres sur ces sujets, sur l'histoire franco-allemande de 1963 à nos jours, ou encore un livre intitulé « Ennemis héréditaires, un dialogue franco-allemand ». Ce ne sont là que quelques titres de votre bibliographie avant cet ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Donc ce livre, je le disais, s'intitule « Les émotions de 1989 » et a pour sous-titre « France et Allemagne face au bouleversement du monde ». Et ce livre, comme son nom l'indique, se focalise sur l'année 1989, ce moment de bascule au cours duquel vous venez mettre un zoom, vous penchez en particulier sur des moments très très marquants de cette année qui marque une césure dans l'histoire contemporaine, des moments qui vont nous emmener de la place Tiananmen dans un premier temps jusqu'à la chute du mur de Berlin, mais encore jusqu'à la chute du régime de Ceausescu en Roumanie. Mais avant de venir sur ces trois moments clés de l'année 1989, ma première question serait de vous demander pourquoi vous avez fait le choix et comment vous est venue l'idée de vous pencher sur cette notion d'émotion, sur ces émotions au cœur de cette année de césure. Bien, alors les émotions, c'est quelque chose qu'on rencontre dans son travail de recherche, quand on est historien, mais aussi quand on est politiste, puisqu'elles sont omniprésentes. Et en revanche, dans le monde académique et dans la recherche, il y a une réticence à les aborder. D'abord parce qu'on ne sait pas très bien les circonscrire, et puis parce que ça n'a pas l'air très très sérieux, c'est très individuel. Pour les Français, c'est un peu le contraire de la raison et de la rationalité. Donc, il y a quand même un intérêt de certains de mes collègues à cet objet. Et en fait, cette idée m'est venue dans les archives. Alors, pas celle-ci, mais dans les archives sœurs des archives diplomatiques françaises, ce sont les archives des affaires étrangères allemandes, parce que je coédite des documents diplomatiques allemands. Et à l'ouverture de l'année 1989, puisque nous ouvrons avec 30 ans d'avance, les documents, eh bien, sur les récits du diplomate allemand à Pékin en 1989, au printemps 89, j'ai été surprise de voir autant d'expressions d'émotion. D'abord une forme d'amusement et d'enthousiasme à voir ces étudiants occuper la très grande place de Pékin en demandant des libertés individuelles et un peu plus de libéralisation du régime, et puis surtout un effarement et une indignation réelle face au massacre de Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, quand la direction du parti et l'État chinois ont a décidé de réduire cette protestation qui durait trop dans le sang. Et j'étais très surprise parce que j'ai appris, et puis je pratique quand même beaucoup les archives, que normalement les diplomates ont une langue extrêmement policée, extrêmement peu naturelle, enfin peu spontanée, et que en plus c'est un langage qui a une fonction et qui est mesuré et qui est décodé. Sur la scène internationale, on sait très bien, notamment lorsqu'on se plaint auprès d'un autre pays qu'il s'est mal comporté, on sait très bien que l'emploi de tel ou tel qualificatif a une signification. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant
Et là, j'ai commencé à tirer cette bobine en regardant tout autour. Et puis, mon idée est immédiatement venue de venir comparer avec la France. Parce que bon, j'ai une tête qui fonctionne toujours en franco-allemand, pas tellement parce que c'est une obsession, mais parce que j'estime qu'avec la France et l'Allemagne, quand on les prend ensemble, on mesure beaucoup mieux ce qui est spécifique, ce qui est commun et ce qui permet d'avoir la nuance. Et j'ai découvert en France, sur les mêmes dossiers, pas tout à fait la même chose. Là, j'ai commencé à m'intéresser de très très près à cette histoire. Et puis, parce que 1989, vous l'avez dit, c'est une vraie césure qui est entrée dans les livres d'histoire. Il y a des grandes césures de l'histoire. En 1789, on aime beaucoup cette césure en France. 1945, par exemple, moins heureuse. Et 1989 apparaissant comme une césure heureuse. Un moment de bascule, parce que c'est donc comme un effet de domino, différents régimes dans l'Europe centrale et orientale, mais ailleurs dans le monde aussi, sur tous les continents, qui basculent ou tentent de basculer, comme dans le cas des étudiants chinois, vers plus de liberté et finalement l'idéal qui est le nôtre dans le monde occidental. Ce qui a donné l'impression à l'époque aux personnes, aux spectateurs, aux citoyens et citoyennes que nous étions tous, d'assister à une accélération de l'histoire et à une marche vers la liberté. Et cela se passait en plus, en plein, pendant le bicentenaire de la Révolution française, que la France avait organisé avec force, prestige et faste, mais qui était un événement suivi aussi par nos partenaires européens. Et les Allemands étaient aussi emmenés dans cette affaire, organisaient chez eux des manifestations. Et collectivement, nous avions une espèce de grille de lecture, de dire... Quelle merveille, 200 ans après la Déclaration des droits de l'homme, le renversement de la tyrannie, l'établissement des principes qui sont les nôtres dans la communauté internationale, eh bien voilà, nous avons comme un cadeau donné aux Français cette libéralisation dans beaucoup de pays du monde. Et tout ce qui m'est apparu évident dans ces documents diplomatiques est que eh bien, finalement, les diplomates n'avaient pas été épargnés, d'une certaine façon, par ce mouvement d'ébahissement, que j'ai aussi vécu comme témoin. Et j'ai commencé donc à vouloir regarder ce qu'en disaient les politiques de l'exécutif, mais aussi ceux de l'opposition, donc aussi les parlementaires, et puis comment les médias ont joué un rôle très important dans cette affaire. Et puis, bien sûr, se posait à ce moment-là une question de recherche qui était, outre le fait que je m'interrogeais si les Français et les Allemands avaient réagi de la même façon, c'est en quoi ces émotions ont non seulement accompagné, coloré cette expérience collective, mais aussi, finalement, été une ressource pour l'action, un accélérateur éventuellement de l'action, mais aussi dans la négociation internationale, un outil pour essayer d'obtenir, d'avancer ses pions comme on le souhaitait. Et alors, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses très marquantes. Déjà, la certitude, la conviction des contemporains de vivre un moment historique, un moment d'accélération, de bascule, et qui donne à cette année-là son unité aussi dans la mémoire collective. Et est-ce que vous pourriez revenir sur ces raisons qui vous ont conduit à traiter cette année et ces différents événements en divers endroits de la planète comme un tout finalement indissociable quelque part, et donc de faire ce choix de se centrer sur les émotions et sur une année en particulier? Oui. Alors le hasard veut que beaucoup de ces événements ont lieu pendant cette année 89. Alors, on triche un tout petit peu parce que la Pologne, ça commence auparavant, au moment, au début de l'été 89, au moment du massacre de Tiananmen et au moment donc du bicentenaire de la Révolution française. Les Polonais, eux, ont déjà un gouvernement. Des élections, c'est d'ailleurs exactement contemporain, des élections libres, donc c'est un petit peu faussé, mais il n'empêche que l'année 89, c'est vraiment un effet de domino, et vous avez la Tchécoslovaquie, et vous avez la Hongrie, et puis surtout cette incertitude sur jusqu'où cela va-t-il aller, avec le cas extrême de la Roumanie, qui était le dernier pays dont on aurait supposé qu'il passerait à la démocratie. Déjà sur la RDA, on avait beaucoup de doutes, et les analystes de l'époque disaient la RDA ne basculera jamais parce que le régime communiste est finalement la seule raison d'exister pour la RDA, donc le régime ne va pas se saborder.
C'était une bonne analyse puisque le régime a finalement disparu après. Et puis, et après, finalement, il y avait la Roumanie et puis l'Albanie. Enfin, on était. Donc, il y a une vraie unité qui est donnée par le temps. Alors, mon livre, je le fais aller jusqu'au début de 1990. Quand même, je triche aussi un petit peu parce que, alors, des événements ont lieu aussi dans différents pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, mais aussi en Afrique. Et en même temps, et c'est cette concomitance, ce parallélisme de processus, si vous voulez, qui je trouve est passionnant, parce que les diplomates, mais aussi les journalistes et les citoyens à la télévision, ils avaient en même temps des événements qui se passaient dans différents pays du monde, eh bien, se termine, au moins pour mon livre, en février 90, avec la libération de Nelson Mandela, qui donc consacre l'aboutissement d'un processus aussi relativement récent, relativement soudain, où le régime de l'apartheid décide de lâcher, de lâcher sur l'essentiel d'une certaine façon. Et alors, pour votre analyse et pour retrouver les émotions qui ont été ressenties il y a maintenant plus de 35 ans, vous avez choisi de vous intéresser à 3 types de sources, 3 grands groupes de sources, qui sont donc les témoignages, les médias, vous en avez parlé, évidemment les archives diplomatiques, on l'a abordé. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces 3 grands types de sources alors que on peut imaginer, et comme vous le disiez au début, les émotions, c'est évidemment quelque chose de très subjectif, quelque chose de très, très intangible en fait. Donc comment vous avez fait ce choix de ces 3 grandes catégories et ensuite comment vous les avez travaillées et comment vous avez réussi à les rassembler pour en dégager des émotions communes alors que ce sont 3 groupes d'acteurs différents qui s'expriment de manière différente et pour des publics différents dans des lexiques qui sont eux-mêmes très différents? Tout à fait. Alors, en effet, les 3 grandes familles, si l'on veut, c'est donc les archives diplomatiques, donc d'acteurs que l'on ne voit pas, que normalement, qui ne communiquent pas avec l'extérieur et dont la production a une fonction à l'intérieur de ce qu'on appelle l'arcanum, les arcanes, à destination de l'exécutif et puis des différents acteurs publics. Ce que vous appelez témoignage, c'est en fait plutôt une espèce de grand ensemble de prise de parole. J'ai pas travaillé a posteriori, j'ai pas pris de témoins pour les faire raconter ce qu'ils ont senti, mais beaucoup plus chercher les traces, puisque quand on est historien, on s'intéresse aux traces que laissent les différents acteurs qui m'intéressaient, en dehors donc des archives diplomatiques. Donc les archives de l'exécutif, ça c'est facile, sont les archives publiques, les archives nationales, les parlementaires, donc aussi les partis, les ONG, qui sont des acteurs qui interviennent beaucoup sur ces questions de l'humanitaire répondant au problème de l'empathie face à des drames, mais aussi, bien évidemment, les médias qui élargissaient les choses. Alors, ce sont, si on veut, 3 grands groupes. Donc les diplomates, c'est vers l'arcanum, mais ce qu'ils produisent sert à fonder non seulement le jugement, mais aussi la communication extérieure des politiques, qui sont, eux, interpellés par les autres acteurs, en particulier les parlementaires. Et donc, on voit là comment finalement le Parlement a aussi un rôle à jouer et revendique un rôle dans l'appréhension de la politique étrangère. Et puis, les médias qui sont médias écrits et médias audiovisuels, qui sont une espèce de grand ensemble qui est au centre du jeu. Parce que les différents acteurs lisent les médias, regardent la télévision, entendent la radio. Mais ils sont aussi interviewés dans ces médias, ils sont cités dans ces médias, et donc ils sont à la fois contributeurs, récepteurs, et c'est ainsi que m'est apparu l'existence d'un espace public, alors qui n'est pas une cacophonie, qui est beaucoup plus un grand concert où des voix différentes circulent, avec pour moi donc la nécessité d'identifier qui parle à quel moment, dans quelle situation, avec quelles ressources et quels intérêts, c'est-à-dire quelle est aussi la situation de communication, mais aussi voir comment vraiment circule à partir de la reprise d'une information ou d'une émotion publique, par exemple du chancelier Helmut Kohl, par exemple du Premier ministre Michel Rocard, du président de la République François Mitterrand ou du ministre Roland Dumas. Comment c'est repris, commenté, répercuté et finalement par les acteurs qui diffusent à l'espace public, mis en image. Et c'est ainsi que je me suis trouvée moi-même devant un travail énorme, c'est-à-dire que j'avais des sources très nombreuses, des sources écrites,
traditionnelles avec lesquelles on s'est travaillé, des sources de presse avec lesquelles, quand on est historien, on s'est aussi assez rapidement travaillé, des sources audiovisuelles, et ça pour moi c'était assez nouveau, ce qui m'a absolument passionnée parce que j'ai appris des spécialistes d'information et communication, quel est le langage de l'image, quel est le langage de la télévision. Et puis, j'ai donc, en apprenant beaucoup ce que les spécialistes, les linguistes aussi m'ont beaucoup aidé dans le découpage du langage, j'ai posé un ensemble, ce qu'on appelle un corpus, qui me paraissait pertinent. Et puisque vous posez la question, c'est quoi les émotions? Il fallait que je les sélectionne. Je n'ai pas choisi de manière arbitraire. C'est sorti des sources. Et en fait, les grandes émotions, c'est l'indignation, c'est la peur qui va avec, la joie, et puis la compassion, la pitié, on l'appelle comme on veut, mais qui est donc cette empathie pour les victimes. Et une fois que je les avais identifiées, j'ai dû, alors ça on entre vraiment dans la cuisine de la recherche, établir vraiment un protocole très clair, identifiant quels étaient les mots, quels étaient les termes, quels étaient les motifs, évoquant soit directement, soit par association d'idées, des situations d'émotion, d'indignation, de peur, etc. Et j'ai établi, selon les différentes sources, une espèce de grille de lecture en faisant apparaître comment ça fonctionnait. Alors, pour faire très simple et que tout le monde comprend, le superlatif est un des usages qu'on a tous d'ailleurs lorsqu'on est indigné ou en colère. C'est affreux, c'est extrêmement grave, ou du vocabulaire de différentes familles de mots. Donc ça, vous voyez, ça veut dire que quelqu'un qui travaille en lettres et sciences humaines va utiliser tout le savoir que l'on peut avoir sur l'analyse du discours, sur l'analyse d'image, et surtout ce que cela a à voir avec les événements, puisqu'on a quand même affaire à des événements avec des gens en chair et en os. Et absolument. Alors, justement, on va saisir la chance qu'on a aujourd'hui d'être au milieu des archives diplomatiques, au milieu de ce lieu du site de la direction des archives à La Courneuve, pour revenir aussi sur des documents que vous avez choisis, que vous avez étudiés, et en commençant par ce premier moment que vous auscultez dans ce livre, qui est, vous y avez déjà fait référence, mais la répression sanglante sur la place de Tiananmen, et vous venez de parler de la manière dont le langage des diplomates vient nourrir l'expression des politiques. Et donc, sur ce premier document que vous avez sélectionné, je pense qu'on est au cœur de la manière dont ces émotions viennent nourrir un discours de politique, à savoir la réaction française face à ces événements de Tiananmen. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce premier document que vous avez sélectionné ? Tout à fait. Alors, il s'agit d'un télégramme au départ, donc de diplomatie, c'est-à-dire qui part du Quai d'Orsay vers les différents postes. Donc, c'est une fiche télégraphique. De façon technique, ça va très très vite. Et comme on le voit sur ce document, il est envoyé dans les différents postes et ambassades, à Pékin, à Hanoï, à Tokyo, à Shanghai, à Hong Kong, à Moscou, à Washington, à Londres. Et bon, voilà, ce sont les New York, ce sont les premiers destinataires. Mais c'est un exemple de ces documents d'information pour les différents postes et qui a pour objet la situation en Chine. Nous sommes le 14 juin, nous sommes donc 10 jours après le massacre. Et il s'agit ici d'informer les diplomates en poste dans les différents pays du monde des propos qu'a tenu la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, c'était donc Edwige Javis, qui a répondu aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Donc on est dans une situation de communication extérieure où les affaires étrangères doivent transmettre aux autres acteurs politiques, dont certains sont dans l'opposition et donc n'ont pas une position soutenante, sont en quête de réaction, de demande de réaction, et donc l'ensemble du document ce sont 2 citations qui sont en fait des textes, des phrases qui ont été élaborées par les diplomates du Quai d'Orsay pour la ministre déléguée. Et nous avons ici donc Madame Javis qui dit que le ministre d'État et elle-même, donc Roland Dumas et elle-même, ont déjà eu l'occasion d'exprimer devant cette assemblée
la consternation et la réprobation du gouvernement français devant la politique de répression qui est actuellement conduite en Chine. Voilà, c'est une phrase introductive tout à fait qui pose les faits. Alors, elle ne se pose pas simplement les faits, le principe qui est la politique de répression, mais ce qui est posé, c'est consternation et réprobation. Alors, on pourrait se dire, ces mots consternation et réprobation sont des mots extrêmement froids. Or, alors en effet, ils font partie de cette étape que j'essaie d'analyser dans le livre, qui est la rationalisation et la mise en sens, puisque les émotions, on le sait par nos expériences individuelles, c'est une réaction immédiate, spontanée, que souvent on ne peut pas expliquer. C'est intéressant d'essayer d'expliquer pourquoi il y a indignation au moment d'un massacre, mais surtout qui permettent d'accéder à la situation et à la classer et à dire c'est bien, c'est mal, je suis indigné, donc il faut réagir. Et là va se poser la question des sanctions élevées contre le régime. Et donc la consternation et la réprobation, dans le terme de consternation, il y a de manière rationalisée cette émotion très vive d'indignation face à ce qui est la rupture, la violation de l'ordre des valeurs qui sont des valeurs reconnues par l'humanité, c'est-à-dire le respect de la personne humaine et le fait donc de ne pas tirer sur la foule qui manifeste. Juste après, elle parle depuis, la situation n'a fait que s'aggraver après l'écrasement brutal dans le sang d'un mouvement dont chacun avait mesuré le caractère généreux et pacifique. Et l'on voit comment ces mots ont été bien mesurés, bien pesés. Alors, on peut même des linguistes vous diraient, ou des littéraires vous diraient, c'est balancé, il y a deux mots, il y a deux adjectifs. Voilà, c'est tout à fait rhétoriquement très très fort, et c'est surtout des phrases affirmatives, l'écrasement brutal dans le sang avec des signaux qui sont envoyés et qui ont pour objectif d'envoyer le message aux parlementaires de quelle est la position, quelle est l'analyse que fait la France par sa diplomatie, quelle est donc la position que prend l'exécutif au nom du pays, et la phrase qui vient après, c'est « il ne faut pas sous-estimer les décisions qui ont été prises par la France », et c'est annoncé donc que est immédiatement prise la décision de geler les relations politiques avec la Chine. Nous avons donc là un exemple d'un texte qui peut paraître à première lecture extrêmement froid, mais qui est en fait le résultat rendu en texte rationnel de ce qui est d'abord une réaction d'indignation et qui est justifiée, et on le voit dans la suite du document, comme dans l'ensemble des prises de position, là des Français, mais on a la même chose chez les Allemands, chez les Britanniques, chez les Américains par exemple, le renvoi à le caractère absolument inacceptable de l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Et c'est intéressant de ce point de vue parce que cela met en évidence ce que des sociologues ont déjà travaillé, que des historiens américains notamment travaillent, ça renvoie à la notion de communauté émotionnelle que un groupe social, qui peut être petit, mais qui peut être à l'échelle d'une famille, mais après plus grand, d'un pays, voire de l'Occident, voire de l'humanité, partage un ensemble de valeurs, une espèce de code, de canon de valeurs, et que les réactions émotionnelles sont en miroir de cet ensemble de valeurs. Et donc cela, pour tout ce qui est des sanctions, de la justification des sanctions, on retrouve toujours ce même vocabulaire. J'ai d'autres documents, par exemple, où le ministre français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Chine à Paris. On a la même chose à Bonn, et on voit là vraiment une très très grande similitude, voire une identité d'argumentaire. Pourtant, ça a l'air très très codé, mais comment on peut, quand on est diplomate, faire comprendre à son interlocuteur que leur choix est absolument inadmissible. Et ce premier document que vous venez d'évoquer est aussi évidemment nourri par les émotions qui ont été transmises par les télégrammes de l'ambassade de France à Pékin. Et pour aller sur l'événement suivant qui est évidemment la RDA et la chute du mur de Berlin, là vous avez choisi de nous présenter un document justement qui vient de notre ambassadrice en RDA, Joëlle Simsit, et qui est daté du 10 novembre 1989 et qui là
et vous allez nous l'expliquer, qu'on fait passer énormément d'émotions justement et essaye de transmettre les émotions vécues sur place pour qu'elles soient ensuite intégrées dans l'analyse et dans le façonnement de la politique étrangère. Tout à fait. Donc là, on a un document donc, qui date du 10 novembre. 10 novembre, c'est le lendemain de ce qu'on a appelé la chute du mur, qui était en fait l'ouverture du mur de Berlin par les autorités est-allemandes, et envoyé par Joëlle Timsit, qui était ambassadrice de France près la RDA, disait-on, parce que il y avait quand même une différence de statut entre la RDA et la RFA vue de nous. Et c'est un des nombreux. Donc là, c'est un télégramme au départ de Berlin. Elle était stationnée à Berlin-Est. Il y a le numéro de 1992, donc on voit qu'elle avait produit déjà près de 3000 télégrammes depuis le début de l'année. Et c'est une fiche télégraphique qui vient à Paris, mais qui est aussi envoyée à Bucarest, à Londres, à Moscou, à Bruxelles, à Tirana, à Vienne. Voilà. Et donc on voit comment, avec ce type de document, circule l'information et combien sont nombreuses les informations que chaque poste reçoit. Et là, on est dans une situation très particulière parce qu'il y a eu une bascule très heureuse, très positive, alors que depuis le début de l'été, et ça s'est quasiment enclenché en même temps que la fin de l'affaire chinoise, la RDA inquiétait beaucoup, l'évolution RDA inquiétait beaucoup, vu de l'extérieur, que l'on soit proche comme les Allemands de l'Ouest, un peu plus loin comme les Français ou très loin comme les Américains. Il y a eu tout un mouvement pendant l'été de fuite de la population qui, à la faveur de l'ouverture de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, s'échappait s'échappait par les bois ou allait se réfugier dans les ambassades ouest-allemandes à Prague ou à Berlin-Est et donc occupait d'une certaine façon les ambassades avec une situation absolument alarmante et très très inquiétante. Donc l'ouverture du mur de Berlin, elle intervient non seulement après cette période très inquiétante sur la situation sanitaire en Allemagne de l'Est, et puis il y a eu tout un mouvement de protestation d'une partie de la population très très courageuse, ce qu'on appelait les mouvements de citoyens, qui descendaient dans les rues tous les lundis, dans les grandes villes, et qui, après s'être réunis dans des églises où ils pouvaient parler à peu près librement, sortaient dans les rues avec un cierge pour montrer qu'ils étaient pacifiques, et où on craignait vraiment que l'on tirât sur la foule. La fameuse solution chinoise qui planait, là, le Tiananmen planait dans la perception des uns et des autres, y compris de Joëlle Timsit sur place. Et donc, l'ouverture du mur crée un effet de surprise. Et l'effet de surprise exacerbe la joie. Plus on a eu peur, plus la joie peut être intense. Et nous avons ici un document où Joëlle Timsit décrit. Et Joëlle Timsit est une diplomate qui est extrêmement descriptive. On le voit dans toute la période aussi où elle aurait pu expliquer de manière un petit peu plus, j'allais dire partiale, enfin marquée, qui avait raison et qui avait tort. C'est vraiment une diplomate qui a photographier de certaine façon ce qui se passait. Et donc, c'est un autre exemple de ces émotions qui apparaissent dans les papiers diplomatiques, qui est l'émotion des acteurs sur place. Et donc, elle nous parle, par un temps magnifique, Berlin-Est continue avec sérieux de vivre une fête. Le déferlement se poursuit vers tous les points de passage où l'on se présente à pied ou en voiture, avec les enfants, mais le plus souvent sans bagages, etc. La seule intention est d'aller voir de l'autre côté. Et elle décrit, c'est pittoresque, là qu'elle est enthousiaste. Et donc, cette petite pièce que l'on pourrait considérer comme, à la limite, pas très intéressante, parce qu'elle décrit une ambiance, il faut bien comprendre qu'une fois de plus, cette fonction, c'est-à-dire que ce qu'elle écrit, qui est une simple description, est lu par tous ses interlocuteurs, enfin par les autres diplomates dans le monde, qui saisissent à travers les mots, non seulement les émotions sur place des acteurs, donc les situent dans leur analyse, mais aussi eux-mêmes, par ce phénomène d'empathie qui est connu, en particulier la joie est communicative, s'approprient cette lecture de soulagement, les choses vont aller mieux, nous avons passé le cap d'un mauvais développement à venir. Et de ce point de vue, on a plutôt se poser la question de savoir si tout le monde avait été vraiment aussi content que les Allemands que le mur tombe. Eh bien, ce qui ressort de ces archives de toutes sortes, c'est que sur le moment, après on peut discuter de la durée, mais sur le moment, il y a un phénomène vraiment collectif d'une joie réelle à
à l'inattendu, c'est-à-dire à cette ouverture que l'on n'imaginait pas du mur de Berlin et où, comme donc je le disais, les sociologues du deuil en particulier le montrent très bien. Quand on est ensemble et qu'on partage les mêmes émotions, eh bien on manifeste les mêmes émotions. Et donc ces mouvements de joie, on a pu aussi les voir dans les pays voisins et en particulier chez les Français. Alors là, vous parlez de joie. Dans le texte que vous citez, il est question de fête, d'enthousiasme. J'en viens maintenant au troisième moment que vous décrivez et analysez en profondeur dans le livre, qui est la chute du régime de Ceausescu en Roumanie. Et là, ce sont évidemment des émotions très différentes qui prédominent et qui ressortent d'un autre télégramme diplomatique de l'époque que vous avez sélectionné, de l'ambassadeur de France sur place, qui là s'exprime dans un style particulier et intéressant aussi de ce qu'il dit, de cette manière dont un diplomate se positionne face à des événements. Oui. Alors, ce qui se passe en Roumanie à la fin de l'année est tout à fait frappant. C'est que nous avons aussi un mouvement protestation de la foule, de citoyens qui descendent dans la rue. Ça commence par une histoire de minorité hongroise qui est persécutée, et puis donc le déferlement de gens dans les rues avec une réaction extrêmement violente des pouvoirs publics, donc qui rappelle un peu plus le schéma chinois et pas le schéma allemand, mais qui donne l'impression d'un rejeu dont l'issue est peu certaine. Et je trouve que ces documents sont tout à fait... Alors, il y en a deux, le document, le télégramme diplomatique 849 et 1850. Alors, il y en a un qui est envoyé à 9h46 et l'autre à 10h45, ce qui montre bien que les diplomates, quand ils sont sur un lieu d'action, ne cessent d'envoyer des informations, transmet des informations très factuelles, donc reprise des manifestations, s'accompagne d'un vaste mouvement qui affecte désormais les grandes entreprises. Les manifestants et les forces de répression sont au face-à-face. L'armée tire des balles traçantes, mais ne semble pas pour l'instant, tout au moins, recommencer comme hier et cette nuit à tirer sur la foule. Donc on a une description, là aussi, complètement chirurgicale de phénomène. Simplement avec ces phrases qui sont sujet, verbe, complément et qui décrivent l'abomination, c'est-à-dire que les forces de l'armée tirent sur les civils, et la façon dont le diplomate transmet de la manière la plus apparemment détachée la réalité dans sa cruauté. Elle est crue et c'est cruel en même temps, afin que les décideurs à Paris se fassent une opinion. Et là, l'opinion, elle est faite par les simples éléments décrits. Et il faut savoir en plus que le cas roumain est très particulier parce qu'il n'y avait pas de médias sur place, parce que il y avait une espèce de blackout, c'était fermé, et que l'information circule extrêmement mal. Les diplomates eux-mêmes ont énormément de mal à avoir des informations, puisque là, il est à Bucarest, ça va, c'est dans la capitale, mais il y a des événements qui ont lieu à Brasov, à Timișoara, et où personne n'a d'informations, on n'a que des rumeurs. Et c'est un des exemples où le diplomate essaye de faire le tri entre ce qui est avéré et pas. Et là, c'est ce qu'il voit, ce que ses collaborateurs ont vu. Et la phrase que je trouve absolument déterminante, c'est « Cependant, la confrontation ne devrait pas tarder. On peut s'attendre à un choc violent. Monsieur Ceausescu a encore des moyens. » C'est-à-dire que là aussi, une fois de plus, comme c'est presque haletant comme style, on peut s'attendre à un choc violent. C'est exactement la fonction qu'ont ces informations qui viennent du lieu de l'action. C'est que va-t-il se passer ? Parce qu'en fait, cette question qui est absolument importante pour les chancelleries, pour pouvoir savoir comment on doit réagir, c'est en fait la question que se posent tous les spectateurs, tous les acteurs qui se sentent impuissants et qui se demandent comment ça va évoluer. Or, l'année précédente a donné des exemples dans un sens, dans l'autre, ça pouvait être heureux, ça pouvait être absolument catastrophique. Et cette incertitude sur l'issue est un vecteur très important de tension et de tentative de mettre les choses en sens
ce qu'on essaye de faire lorsqu'on est une personne raisonnable, en essayant de se détacher de réactions a priori déraisonnables, hein, de hurler. Non, là, il essaye de faire redescendre le niveau de l'analyse avec ce que j'appelle une appréhension juste de la réalité, avec cette merveille de la langue française qui est que le mot appréhender permet à la fois de dire saisir, cerner, mais aussi redouter. Et donc là, on est vraiment dans des situations d'appréhension que nous connaissons aussi dans le temps présent et que depuis 1989, nous avons hélas connu dans beaucoup d'endroits du monde. Et pour prendre un petit peu de recul sur ces 3 moments, et on s'est beaucoup intéressé évidemment aux archives et aux télégrammes français en l'occurrence, mais vous avez la richesse de votre livre est de s'intéresser aux réactions à la fois croisées mais aussi communes, comme vous le disiez, aux émotions communes de la communauté de valeurs et communauté émotionnelle franco-allemande. Qu'est-ce que vous en retirez sur la manière dont les événements, alors évidemment, l'événement de la réunification allemande a bien sûr une résonance particulière en Allemagne pour des raisons très évidentes, mais de manière plus générale, sur la perception peut-être par exemple des événements en Roumanie et des événements en Chine, qu'est-ce que vous en retirez comme leçon sur des similarités, différences des 2 côtés du Rhin? C'est d'ailleurs pour cela que je me suis intéressée à l'ensemble de l'année 89. C'est pas pour refaire encore une fois une histoire de la chute du mur, mais de l'appréhender dans la façon, dans le contexte dans lequel les acteurs l'ont vécu. Et je pense que c'est important aussi d'essayer de restituer ce climat. Et donc pour répondre à votre question, c'est intéressant parce que certaines des sources sont équivalentes, mais bien évidemment nationales. Puis il y a ce que produisent les diplomates allemands, les diplomates français, les différents appareils, etc. Pour les médias, c'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup, pour ce qui est des images, les mêmes images, puisque ce sont des agences de presse, des rares personnes qui sont sur place qui leur envoient des informations. Et donc là, c'est tout à fait intéressant de faire un travail de comparaison parce qu'à partir des mêmes images, on peut voir des équipes de télévision monter différemment les mêmes images pour raconter une histoire qui est ce qui passe au journal télévisé le soir à 7h en Allemagne et à 8h en France, hein, puisque c'est pas tout à fait au même moment. Et donc c'est là aussi que prendre 2 pays est tout à fait intéressant parce que ça permet de mettre en évidence ce qui est commun, ce qui est vraiment une histoire commune que nous avons écrite et comment les accents sont placés différemment selon les intérêts et l'histoire de chacun des pays. Alors, pour faire rapide, il en ressort qu'il y a vraiment une communauté émotionnelle et une communauté de valeurs, qui renvoie à la même communauté de valeurs pour tout ce qui relève de l'atteinte aux droits de l'homme, de la violence contre des personnes, de l'utilisation d'armes à feu. Là, on est vraiment exactement avec même un vocabulaire commun qui se rétrécit, hein, comme je le montre au moment du massacre, comment dans tous les pays, le vocabulaire de l'horreur conduit dans chacune des langues au même rétrécissement et à finalement se concentrer sur quelques mots, le massacre, le barbare, le sang, et voilà. Donc ça, c'est parfaitement commun. Ce qui est intéressant, c'est de voir là où il y a des petits mouvements différents, c'est la mise en sens. Alors la mise en sens, France et Allemagne, par exemple sur la Roumanie, sont à peu près sur la même longueur d'onde, sont même tout à fait sur la même longueur d'onde quant au jugement porté sur le régime de Ceausescu, avec lequel chacun des pays avait eu de très bonnes relations dans les années 70, il y avait des voyages officiels, etc. Et puis on a vu se dégrader les relations. Et là, j'ai aussi l'échelle européenne que je prends en considération. Les Européens se mettent d'accord pour essayer d'intervenir collectivement, utiliser l'argument des droits de l'homme pour essayer d'ébranler ce régime fou. Et donc là aussi, on a une communauté d'analyse à partir de réactions, d'émotions, d'affects, d'indignation ou de peur, vraiment similaires. Là où c'est intéressant, c'est que c'est dans la grille de lecture, dans le script finalement, que chacun a pour mettre en sens, c'est-à-dire pour évaluer la portée des événements,
pour voir où les choses sont plus graves. Et dans le cas de la Roumanie, on a, et ça, les archives sont absolument évidentes là-dessus. Les Allemands considèrent que c'est aussi leur histoire, parce qu'il y a une minorité germanophone en Roumanie qui est particulièrement visée par ces événements. Et avec toute une difficulté à obtenir contre de l'argent, que le régime roumain lâche ces Allemands qui voudraient venir en Allemagne. Et de l'autre côté, en France, il y a cette représentation d'une proximité culturelle, émotionnelle, affective très proche avec le peuple roumain, par la langue, par la culture. Beaucoup d'ailleurs des dissidents sont en France, agissent depuis la France. Et puis, il y a du côté de la France, peut-être certaines se rappelleront, un dossier qui n'avance plus, qui est l'adoption de petits-enfants roumains par des familles françaises. Ceausescu utilisait jusqu'à cette arme de bloquer les adoptions pour faire pression. Et donc, on voit comment une communauté d'intérêt finalement conduit à une accentuation un petit peu différente jusqu'à, et ça c'est ça qui est le plus délicieux, dans les médias un petit peu à sensation, mais pas que, y compris des médias très sérieux, on fait appel à l'imaginaire que l'on a sur la Roumanie. Sur la Roumanie et sur la barbarie, entre guillemets, qui serait ontologiquement reliée à ce pays. Et alors là, c'est tout l'appareil de Dracula qui ressort, l'imaginaire du sang, du vampire. Et c'est tout à fait étonnant de voir comment ça ne touche pas que de la presse à sensation, mais ça devient en fait une clé de lecture. Parce que nous sommes tous à essayer de comprendre ce qui se passe en rattachant au connu, ce qui est connu. Et on en parlait un tout petit peu, mais il y a aussi l'utilisation des référentiels pour essayer notamment par les médias, pour essayer de faire comprendre en fait aux citoyens ce qui est en train de se passer, et dans un référentiel qui est connu et qui est compréhensible par les gens qui perçoivent ces informations. On parlait de 1789, vous en parliez en introduction, et il y a aussi 1968 qui occupe une place majeure dans l'explication de ce qui se passe en Chine notamment. Tout à fait. Et ça, c'est une des caractéristiques de la France. Même si 1968 a été un moment important en Allemagne fédérale, dans les discours accompagnant et essayant d'expliquer pourquoi les choses se passent, pourquoi ça bascule, est-ce qu'il va être la fin de l'histoire, comme on l'a dit, c'est-à-dire cette tentation irrépressible de la liberté et finalement la victoire d'un système libéral. Mais il y a aussi, on essaie depuis Paris, depuis Bonn, de décrypter ce qui se passe en remplaçant des personnages. C'est-à-dire, on dit « Ah, mais ça, c'est 1968 », et là, il y a un jeune homme qui crie devant les caméras, c'est Daniel Cohn-Bendit. De la même façon, du côté allemand, on est moins versé vers 68, mais on s'inquiète beaucoup plus de la dimension, lorsqu'il s'agit de la Chine en particulier, dans quelle mesure cet ébranlement du communisme va jusqu'à toucher l'ébranlement du communisme en RDA, et avons-nous eu cette menace, dans quelle mesure. Donc 68 est une de ces lunettes, comme je dis, que l'on met pour essayer d'interpréter et d'anticiper ce qui va se passer. Alors que on sait très bien que les choses ne se repassent pas de la même façon, que 68 était en 1968, et que on a même été jusqu'à se méprendre un peu sur les attentes des étudiants chinois qui ne voulaient pas exactement la même chose qu'en 1968, et il n'est même pas sûr qu'ils aient voulu exactement renverser complètement le régime, mais ils voulaient des libertés. Et de la même manière qu'en 1989, cette mémoire de 68 est présente, que reste-t-il selon vous aujourd'hui en France et en Allemagne de cette mémoire de 89 ? Quelle place dans la mémoire collective française et allemande cette date occupe-t-elle ? Et comment est-ce que vous voyez l'impact que peut avoir cette mémoire sur les relations franco-allemandes aujourd'hui ? Alors, j'étais d'autant plus heureuse de donner ce livre à lire parce que avec le temps, avec le recul, s'est estompée en fait cette année
faite de jeux de dominos et quasiment haletante, où on allait d'une crise à l'autre ou d'une joie à l'autre. Et ce qui reste vraiment, quand la mer se retire, c'est vraiment la chute du mur de Berlin, c'est vraiment la bascule qui va permettre la fin de la RDA par l'unification un an plus tard, et encore un an plus tard, en 1991, la fin de l'Union soviétique. Donc ce qui reste, c'est les personnes qui ont vu 81 vont dire « Ah, c'est un livre sur la chute du mur ». Voilà, donc ça prouve bien que c'est quand même cela qui intéresse. De la même façon, j'ai l'intention de publier aussi ce livre en Allemagne et donc en allemand. Et c'est une façon de répondre à votre question. L'attente en Allemagne est que l'on parle plus d'eux. C'est-à-dire, ce qui reste, c'est quand même leur affaire, c'est 1989, parce qu'il y a aujourd'hui des échos extrêmement importants dans l'actualité en Allemagne sur cette fameuse question d'une unification mal achevée, de très grandes déceptions. Je veux dire, le rapport en gros 17 millions d'Allemands qui vivent dans l'est de l'Allemagne et qui sont tentés par des votes plus que protestataires repose essentiellement sur la déception, qui relève aussi du domaine de l'émotion, de la déception, de l'impression d'avoir été grugé et d'une forme de colère par rapport à ce qui étaient leurs attentes. Donc là, on en a des suites aujourd'hui. Alors 89 dans les relations franco-allemandes, on est vraiment passé dans une autre période. C'est vraiment de l'histoire. Je pense que on est même allé au-delà aujourd'hui dans la mémoire collective de ces petites histoires qu'on a pu avoir où les Allemands ou des Allemands ont pu reprocher aux Français de ne pas être assez chaleureux dans leur soutien, prétendant qu'on aurait voulu empêcher l'unification. Je pense que ça s'estompe vraiment. En revanche, pour parler du temps présent, je pense qu'on a aujourd'hui, quand on pense à 89, un souvenir heureux, un souvenir où l'on était quand même assez sidéré, époustouflé, mais dans le positif, de voir les choses avancer à cette vitesse, et que aujourd'hui, on aimerait bien que toutes les surprises que nous donne l'actualité aillent dans ce sens. Or, c'est pas tout à fait la réalité que nous donne le présent. Et ce sera peut-être ma dernière question, puisqu'on assiste, et on l'a vu au cours des derniers jours, à Davos notamment, s'est succédé toute une série de discours importants, le président Macron, le président von der Leyen, le Premier ministre Carney, le Premier ministre canadien, qui, d'une manière ou d'une autre, ont exprimé les fortes turbulences dans la relation transatlantique, le Premier ministre canadien parlant de l'effondrement du monde, de l'ordre international fondé sur les règles. Comment est-ce que vous qualifieriez les émotions qui dominent face à ces événements? Et un dernier point, vous finissez votre livre en parlant du rétrécissement virtuel du monde et ce nouveau régime de circulation en fait de l'émotion. Peut-être sur ces deux points-là, qui nous ramènent vraiment au moment présent, comment est-ce que vous verriez les choses? Alors, notre temps présent est marqué, vous le dites, par de la sidération qui a probablement commencé au moment où alors non seulement l'attaque de l'Ukraine par la Russie, c'est-à-dire l'idée qu'on arrivait dans une période inattendue et que l'on considérait comme impossible, mais la façon dont le président Zelensky a été traité dans le bureau ovale il y a à peu près un an par le président Trump, là on a eu un exemple typique de sidération et d'incapacité pour les uns et les autres d'abord à mettre en mots l'impression, le ressenti d'être absolument indigné par la façon dont était traité un chef d'État venant de la part de notre allié principal qui a fait aussi sa révolution en 1776 et dont on attend qu'il répande la lumière sur le monde. Et ce que l'on voit jusqu'à aujourd'hui, alors il y a aussi l'épisode de la conférence sécurité de Munich avec le discours du vice-président J.D. Vance qui a carrément directement insulté ses interlocuteurs en face. On a pu, au moins sur les images, assister à cette espèce de silence dans la première réaction des auditeurs, qui manifestement, ça bouillonnait à l'intérieur, et le moment entre cette colère, cette indignation, enfin le moment où on est pétrifié, et puis on s'indigne, et puis ça devient une colère qui est formulée, qui est mise en mots, et les mots devant être
transformée en acte, c'est-à-dire on acte les choses, on acte la réalité en disant voilà l'ordre a disparu et nous devons agir en conséquence, c'est de manière raccourcie un petit peu les mêmes processus. C'est-à-dire que l'émotion n'est pas le contraire de la rationalité, mais elle est première dans l'appréhension et elle sert à mettre en sens et à trouver après une action qui là pour le coup se veut très rationnelle. Et maintenant sur les fameux réseaux sociaux, je veux dire, ce livre il a l'air, quand je parle de la circulation extrêmement rapide d'images entre des médias de différentes natures, ça a l'air presque voilà, on est dans l'Antiquité, voire dans les cavernes par rapport à aujourd'hui, avec une multiplication des producteurs et des producteurs de messages concernant, là en l'occurrence, le monde qui nous entoure, le caractère non contrôlé, qui est quand même une différence fondamentale. Les journalistes ont un ethos, les journalistes ont des méthodes de vérification de faits, et certes, ils mettent en histoire, certes, ils montrent des images ils mettent la musique qu'il faut derrière pour qu'on comprenne bien que c'est grave, mais ils respectent la réalité. Nous avons là aujourd'hui non seulement une multiplication des acteurs, un rétrécissement par l'immédiateté. Là, on est déjà presque au moment de CNN, c'est-à-dire qu'on est quasiment en temps réel. Les correspondants des médias sont sur place au moment où, par exemple, le dirigeant Ceausescu est exécuté sommairement. Mais aujourd'hui, c'est une instantanéité et surtout une non-authenticité, si j'arrive à le dire. Ces informations qui circulent sont hautement émotionnelles et émotives, mais absolument pas vérifiées. Et donc là se pose une autre question, qui n'est pas comment l'émotion me permet d'accéder à un sens et de comprendre la réalité, mais l'émotion contribue à faire circuler du faux, de ce qu'on appelle le fake. Et de ce point de vue, nous sommes vraiment passés dans une autre dimension. On a du mal à mesurer les effets à long terme. Bah écoutez, merci infiniment. En tout cas, ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est ce caractère totalement indissociable entre l'émotion, en fait, premier moment de l'action, et ce caractère indissociable des deux. Et c'est ce que vous avez montré notamment à travers ces pièces d'archives, qui fait aussi tout l'intérêt fondamental de la grille d'analyse que vous développez dans ce livre, dont on voit bien à travers ce que vous venez de dire à quel point elle reste d'actualité, quand bien même les régimes de circulation se sont transformés de manière importante. Et donc il me reste à vous remercier infiniment pour cet échange, et puis pour recommander donc la lecture de ce livre, Les émotions de 1989 aux éditions Flammarion. Merci infiniment. Merci pour votre invitation. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.